Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Peut-être que Dieu se cache dans le plafond. Tous les soirs, quand le soleil est parti et que le ciel a bruni, je ferme les yeux et psalmodie. Je n'y connais rien en oraison, je ne sais pas comment mettre mes mains. J'ignore les bons mots, je ne crois en rien, mais dans le lit, je prie. Je me redresse sur le matelas, je tends le cou et rejoue les mêmes gestes. C'est mon requiem à la nuit. Je ne fais aucun bruit. Personne ne sait que je reste là, des heures durant, à implorer quelque chose qui ne vient pas. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des Livres. Vous venez d'écouter un extrait de Tombé du ciel d'Alice Develay, publié chez l'Iconoclaste. Je m'appelle Bruno Corti et aujourd'hui, je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Alice Develay. Bonjour Bruno. Alors vous publiez Tombé du ciel, votre premier roman, lequel met en scène une adolescente prénommée Alice. Elle a 14 ans, c'est une bonne élève qui s'habille en gothique. Elle adore la cuisine, mais décompte les calories qu'elle prend parce que Sissi, une voix intérieure, lui dit qu'elle est grosse, alors qu'elle pèse 36 kilos pour 1m64. Alice est hospitalisée de force, médicaments, gavage, contention, pose de sonde, brutalité de l'équipe soignante, sentiment d'abandon, où sont ses parents. Son séjour dans une unité pédiatrique puis psychiatrique est horrible. Heureusement, il y a les autres pensionnaires qu'elle nomme joliment les oiseaux tombés du ciel et l'envie forcenée de survivre à ce cauchemar. Alors Alice Develay, j'ai une première question. Dans ce livre, qui n'est pas un témoignage mais un roman, quelle est la part de l'autobiographie du vécu ? C'est la question à $1000. Je vais tout de suite répondre par une réponse qui triche un petit peu. Ce qui est vrai m'appartient et ce qui est faux, je peux dire en tous les cas que c'est tout à fait vrai. C'est un roman vrai, c'est-à-dire que tout ce que je raconte est vrai, mais la manière dont je l'écris est faux. C'est un roman. Pendant des années, moi, je voulais écrire cette histoire. Je suis pas d'accord avec moi-même. Je ne voulais pas l'écrire, mais cette histoire me hantait et j'avais essayé de l'écrire, mais je n'y arrivais pas parce que je gardais la forme du jeu, du témoignage. Et le témoignage m'arrimait à une espèce de passé dans lequel je m'enfermais. Donc, ça ne marchait pas. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à prendre une distance et l'écrire comme si ça ne m'était pas arrivé, donc que Alice était devenue un personnage à l'extérieur de moi, donc à la troisième personne du singulier, là, je pouvais l'écrire. Et en fait, pour la petite anecdote, le livre a été écrit d'ailleurs à la troisième personne du singulier et c'est mon éditeur, l'un de mes éditeurs, qui m'a dit en fait, si c'était écrit à la première personne, ça serait beaucoup plus fort, donc il faudrait l'écrire à la première personne. Et c'est à ce moment-là, dans une pirouette stylistique, que j'ai pu l'écrire à la première personne. Mais je l'ai vraiment écrit comme si c'était du roman. Pourtant, le personnage s'appelle Alice, donc ça peut porter à confusion. Oui, moi j'ai été honnête jusqu'au bout. Au tout début, je l'avais appelée Aurélia, mais j'ai une très bonne amie à moi qui s'appelle Aurélia, et en fait, ça court-circuitait un petit peu mes circuits littéraires dans ma tête. Et en fait, je me suis dit, quitte à faire, j'avais envie d'être très sincère et d'être très honnête dans l'écriture. Et même si c'était de la troisième personne du singulier, je voulais qu'il y ait un peu cette sensation de passer de l'autre côté du miroir. Et donc, l'honnêteté pour l'honnêteté m'a fait dire qu'il fallait que ça soit Alice et c'est tout. Alors, décrire une maladie répandue, mais assez mal connue, était-ce un vrai défi et avec quels écueils ? C'est une bonne question. Il y a eu des livres, c'est vrai, par le passé. Je ne suis pas une exégète de l'anorexie, mais je sais qu'il y a eu Biographie de la faim d'Amélie Nothomb. Il y a eu Noé et moi de Delphine de Vigan. Il y a eu Le pavillon des enfants fous de Valérie Valère, qui fait date et qui a été un livre qui a été extrêmement important à mes yeux. Quand je l'ai lu, je devais avoir 14-15 ans. C'est difficile d'écrire la maladie sans tomber dans l'écueil en fait du pathos, parce que tout de suite, on peut tomber dans un misérabilisme facile qui est « regardez-moi, je souffre, c'est terrible ». Malgré tout, ça n'enlève pas la légitimité de la souffrance. Il n'y a pas de comparaison à faire entre quelqu'un qui souffre d'un cancer ou quelqu'un qui souffre d'une tumeur ou de l'anorexie ou d'une autre maladie mentale. Mais dedans, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment essayer de faire passer l'émotion dans laquelle le personnage se trouvait lorsqu'il était à l'hôpital, enfermé entre quatre murs, où on n'a aucun regard sur ce qui se passe à l'intérieur d'un hôpital. Parce que
je viens de le dire, c'est 4 murs, donc c'est un huis clos, donc on ne sait pas ce qui s'y passe, et par définition, comme on ne sait pas ce qui s'y passe, il peut se passer n'importe quoi. Et donc c'était important pour moi de ne pas me censurer et de dire vraiment ce qui se passait dedans, mais en transmettant vraiment l'émotion, parce que je pense qu'on n'écrit pas en pensant, mais en sentant. Et j'avais vraiment cette idée que quand on allait lire cette histoire, on allait ressentir tout ce que le personnage ressentait. C'était vraiment pour moi ce qu'il y avait de primordial dans la maladie, c'était la sensation de la solitude, la sensation de la violence que peut représenter l'enfermement, la violence que peuvent représenter les soins. Et donc, tout ça mis ensemble, c'était l'idée donc de vraiment se dire que on fait l'expérience de ce que c'est la maladie sans être malade quand on lit le livre, mais en tous les cas, on peut se mettre à la place de la personne qui est malade. Ce livre est forcément cathartique. Avez-vous pardonné à vos parents, au personnel soignant, ou la colère est-elle toujours là ? Quelle terrible question. Je ne sais pas ce que fait la littérature. Je ne sais pas si elle aide, si elle sauve. J'ai toujours cette phrase en tête de Sylvia Plath, une poétesse américaine que j'admire énormément, qui a écrit « La poésie ne sauve de rien, mais il y a la poésie ». Et donc, je pense exactement la même chose de la littérature. En revanche, est-ce qu'elle pardonne ? Il y a quelques jours, j'ai reçu un message de ma mère, enfin non pas un message, un appel carrément de ma mère qui m'a dit, voilà, elle était en larmes au téléphone et en fait elle n'avait jamais vraiment su ce qui s'était passé dans cet hôpital et elle m'a dit pardon d'abord dans un chuchotement puis après en criant, donc c'était assez fort. Et je dirais pas que ça vient trop tard. Ça vient très tard, donc justement, je ne sais pas si la littérature permet de pardonner. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que dans le livre, je suis très en colère et je suis toujours en colère aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y aura sûrement des lecteurs qui seront choqués par ce que je raconte et sûrement il y aura aussi des soignants, des patients qui s'indigneront et je leur dirai « mais ils ont raison ». Et tant mieux, la vérité est insupportable et c'est pour ça qu'il faut s'indigner. Indignez-vous en lisant ce livre et c'est très bien. Je me dis aussi que ça doit être très difficile quand on est patient ou quand on est soignant, notamment quand on est soignant, de lire ce livre en se disant « mais moi, je fais de mon mieux pour essayer de sauver les personnes qui sont autour de moi ». Je ne dis pas que ce qui m'est arrivé est systématique, mais je dis que la violence que j'ai subie, en tous les cas, elle existe. Elle rend légitime, en tous les cas, ce que je raconte. Et donc, c'est pour ça que je suis toujours en colère aujourd'hui, parce que je sais que ça continue, parce que les moyens accordés aux hôpitaux sont encore moindres par rapport à ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Donc je m'égare, mais donc oui, je suis toujours en colère à l'égard de mes parents, mais surtout à l'égard du monde hospitalier qui, je crois, ne s'est pas amélioré et continue de faire n'importe quoi parce que entre 4 murs, on ne sait pas ce qui se passe. Donc j'espère que la littérature peut être une petite fenêtre entre ces 4 murs. Alors depuis la sortie du livre le 22 août, vous avez été couronné par le prix de la Forêt des livres, catégorie Révélation, et par le prix Première Plume. Ça semble être un début. Les romans sur les familles dysfonctionnelles, sur l'écriture et sur la révolte adolescente, la littérature en est pleine. Alors quel livre illustre pour vous le pouvoir des mots et de la littérature ? J'ai cité tout à l'heure Le pavillon des enfants fous de Valérie Valère, et c'est vrai que ça a été un livre que j'ai lu, donc je devais avoir 14-15 ans. Je me souviens simplement de la première page qui commençait avec l'ouverture de clés, de portes qui sont fermées au sein d'un hôpital. Et je me suis dit, c'est ça aussi, écrire, c'est essayer de trouver des portes, c'est essayer de trouver on ne sait pas si c'est une entrée ou si c'est une sortie quand on commence à mettre la clé dedans. On ne sait pas si ça va aboutir sur quelque chose ou si ça risque de nous enfermer. Mais je me souviens en tous les cas que ce livre-là a ouvert des petites fenêtres en moi et je me suis dit, on a le droit de l'écrire, on a le droit de le vivre, certes, mais on a le droit de l'écrire et de ne pas le garder pour soi et donc de dire la réalité dans la fiction. Quel livre vous a fait aimer lire ? Je devais avoir 11-12 ans et j'étais tombée sur Le Chevalier de Maison Rouge d'Alexandre Dumas. Tout de suite, ça m'a emportée. Il a une manière de théâtraliser le monde, de créer des dialogues qui m'emportent. Je vais tricher un petit peu. De manière générale, j'adore les auteurs du 19e siècle. Donc, je suis une enfant du 19e siècle. J'ai adoré donc Alexandre Dumas, Flaubert, Zola, Balzac. Ce sont tous des auteurs qui m'ont accompagnée très tôt et très jeune, et j'ai encore envie de tricher parce qu'il n'y a pas que ces auteurs-là qui m'ont plu et qui m'ont accompagnée. Il y a aussi Hervé Guibert. Là, j'étais un tout petit peu plus vieille, j'avais 15 ans cette fois-ci. Je me souviens que j'étais dans une brocante et je vois ce titre « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » et rien que pour ça, je l'ai acheté
Et j'ai le souvenir vraiment très concret de m'être dit « Waouh, on a le droit d'écrire comme ça !» avec cette violence poétique qui le caractérise. Et ça m'a donné très envie de continuer la littérature, de lire. Quel livre vous a fait pleurer ? Alors j'ai pleuré des rivières de larmes en lisant Une page d'amour de Zola, qui est peut-être l'un de ses livres les moins connus, mais il m'a arraché des larmes. C'est l'histoire d'une petite fille, Jeanne, qui est très malade et qui est notamment jalouse de la relation que sa mère entretient avec un homme. Et sa jalousie va être telle qu'elle va développer la tuberculose. Donc je ne peux pas raconter ce qui va se passer, mais je me souviens avoir pleuré pendant des heures et être descendue dans le salon où il y avait mon père et je lui ai dit « Mon Dieu, c'est terrible, tel personnage vient de mourir » et il m'a dit « Mais il n'existe pas, donc tu peux pas pleurer pour ce qui n'existe pas » et j'ai trouvé ça terrible de pas pouvoir pleurer pour ce qui n'existe pas. Quel livre vous a fait rire ? C'est pas une émotion que je cherche quand je lis, donc si ça arrive, c'est par accident. Néanmoins, j'ai le souvenir assez récent d'avoir lu Développement personnel d'Olivier Bourdeau, qui est un peu le Pierre Richard de l'édition, et il lui arrive catastrophe sur catastrophe. J'ai vraiment beaucoup ri dans son livre. Quel livre vous a mis en colère ? Tous les livres qui manquent de sincérité et qui sont mal écrits, parce qu'en fait, je trouve que c'est terrible, parce qu'il y a des centaines et des centaines de livres qui paraissent chaque année. Et quand un livre n'est pas écrit avec les tripes, mais qui est écrit simplement pour publier du texte, et qu'il prend la même place qu'un autre texte, mais qui lui a vraiment, j'ai l'orgueil de le penser, mais qui a vraiment pris du temps, des larmes, qui a pris du sang, voilà, mais qui a vraiment pris beaucoup de temps pour la personne qui l'a écrit, je trouve que c'est pas juste, et c'est un peu du vol, parce qu'en plus de ça, si on achète ce genre de livre et qu'on est déçu, en général, on va pas revenir tout de suite en librairie, donc tous les livres qui ont été écrits de manière vraiment alimentaire, mais sans prendre de temps pour l'émotion. Quel livre aimez-vous offrir ? Je trouve qu'offrir un livre, c'est un peu comme offrir un parfum, c'est extrêmement personnel, donc c'est difficile de bien choisir sans se tromper. Il faut vraiment faire attention à la personnalité de la personne à qui on veut l'offrir. C'est un peu le questionnaire de Proust pour moi. Quand j'offre un livre, j'essaie de réfléchir vraiment au caractère de la personne. En général, je finis par acheter un recueil de poésie. Et là, récemment, j'ai acheté pour un bon ami du Mayakovsky et du Sylvia Plath. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Tombé du ciel, publié à l'Iconoclaste. Merci Alice Develay, merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Bruno Cortis, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro, et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt! Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.